Eh bien, bonjour à tous pour ce webinaire. Merci à vous de vous être rendus disponibles pour nous accompagner ce matin. Donc, nous allons vous proposer ce matin un premier épisode d'un webinaire sur un thème qui nous est cher, sur les phytos et osons le dialogue. Donc, pour savoir, pour comprendre l'agribashing, comment parler, comment avoir de la communication positive autour de ce thème. On est tous concernés dans la filière agricole. Et donc, il nous a semblé intéressant de vous proposer ce webinaire et qui va faire l'objet en fait d'une série puisque le sujet est dense et riche. Donc, nous allons faire quatre épisodes. Donc, nous avons le plaisir de vous proposer ce matin le premier sur l'agribashing. Qu'en est-il vraiment? Les deux présentateurs qui vont animer ce webinaire donc, sont Constance et Olivier qui vont nous rejoindre juste après. Constance qui est responsable communication chez Bayer Crop Science et Olivier qui est responsable marketing grand compte. Il est basé à Nancy. Donc, ils vont nous parler de la perception de l'agriculture des agriculteurs, l'agribashing, pourquoi on en est là, et comment s'informer, s'approprier les sujets et agir. Merci beaucoup, Candice. Bonjour à tous. Donc, je suis Constance Tuffet. Je vous remercie évidemment beaucoup de vous être connectés ce matin. Comme le disait Candice, je suis responsable de la communication donc pour la division agricole de Bayer, de la communication plutôt institutionnelle, donc tout ce qui est relatif à la réputation. Donc, ça veut dire deux choses globalement, c'est que j'ai du pain sur la planche d'une part et que je suis à l'abri de l'ennui d'autre part. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être connectés aujourd'hui. Ce qu'on vous propose avec Olivier, c'est donc le titre, hein, c'est l'agribashing, qu'en est-il vraiment? Ce qu'on vous propose, c'est de poser un petit peu, évidemment, on le sait, on vit des moments difficiles en termes de réputation de l'agriculture, donc on va revenir là-dessus et un petit peu regarder derrière les coulisses comment ça s'organise et comment ça se passe. C'est surtout Olivier qui reviendra là-dessus. Mais moi, je voudrais commencer surtout par un point plutôt positif. On a fait des enquêtes avec Ipsos, que vous connaissez forcément en termes de sondage. Et ce chiffre, je pense que vous le connaissez, mais il est vraiment fondamental pour comprendre la suite de ce qu'on va se raconter. C'est que les Français sont une très large majorité à avoir une bonne opinion des agriculteurs. Vous voyez que si on ajoute très bonne opinion et bonne opinion dans ce graphique, on arrive à 84% de Français qui ont une bonne opinion des agriculteurs qui sont donc vos clients. Et même si la question n'a pas été posée exactement pour les coopératives et les négoces, de fait, on sait que ça se rapprocherait fortement de cette réputation-là parce que vous pouvez avoir cette perception d'un ancrage territorial, d'un apport direct à la société, donc quelque chose d'extrêmement positif. Et là où ça a deux impacts, le premier impact, c'est de se dire on est tous le monde agricole et on va tous dans la même direction, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes de réputation. Je peux vous assurer, j'ai pas le graphique spécifique pour Bayer, mais je peux vous assurer que ce serait pas 84% de bonne opinion dans l'opinion publique, ce serait plutôt aux alentours de 10-15, et ça pour plusieurs raisons. Le fait d'être une multinationale, le fait d'être une grosse entreprise qu'on serait qualifié assez vite de capitaliste, le fait de vendre des phytos, évidemment. Donc, il y a vraiment une grosse différence entre la perception d'un Bayer et la perception que vous pouvez avoir en tant que distributeur et que vos clients agriculteurs ont. Et ça a des conséquences dans ce qu'on peut faire en communication. Et ça a des conséquences aussi sur certains messages qui peuvent être portés par tous, mais qui ne seront pas entendus de la même manière. Et donc, c'est vraiment tout l'objet de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et puis, une petite info, je ne vous ai pas mis le graphe, mais c'est quand même important de le retenir, c'est qu'un Français sur deux, toujours la même enquête, un Français sur deux est conscient du fait que les agriculteurs sont de plus en plus critiqués. Et toujours un Français sur deux trouve que ces critiques sont injustifiées. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est de se dire, on entend beaucoup de choses dans les médias. En réalité, l'opinion publique n'a pas tout à fait la même opinion que ce qu'on lit dans certains journaux. La slide suivante, elle est très touffue, mais elle est hyper importante. En fait, la question qui a été posée par Ipsos là aux Français, c'est de savoir en qui ils avaient confiance pour entendre parler d'agriculture et d'agriculteurs. En premier, alors ça c'est une mode à la française, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais à 80%, les Français ont confiance dans les associations de consommateurs. Donc c'est quelque chose de très culturel et c'est comme ça, je ne vais pas forcément y passer beaucoup de temps. Mais vous voyez, en deuxième tout de suite et avec un très haut score, les Français font confiance aux agriculteurs pour leur parler de leur métier, de l'agriculture et de leurs activités. Là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est quand on descend dans le classement. Juste en dessous, 61%, les autorités sanitaires, globalement, c'est l'ANSES pour nous. Donc, ça n'est pas le gouvernement, c'est vraiment pas la même chose. Là, on parle des agences qui font les autorisations et qui sont vues par les Français quand même comme relativement neutres. Vous voyez, 61% font confiance. Vous avez les associations écolo. Juste en dessous, on a un gros cap. On est déjà tombé à 42%. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez les pouvoirs publics, 25%, c'est toujours assez faible, ça quel que soit le sujet. Et là, encore plus intéressant, et ça va vraiment construire, je dirais, ce qu'on va se dire dans la suite, les journalistes et les médias ont la confiance des Français à hauteur de 22%. C'est rien du tout.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à regarder avec un prisme extrêmement négatif ce qu'on lit dans les journaux et à se sentir, je dirais, en tant que membre du monde agricole, pris pour cible. C'est évidemment le cas. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'article négatif. En revanche, les Français, dans leur globalité, ne font pas tant confiance aux médias. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera important de garder en tête au fur et à mesure. Et puis, un point important derrière, vous voyez, les militants véganes et autres militants ultra-extrémistes sont très, très, très loin des agriculteurs en termes de confiance des Français. Pour autant, donc voilà, ça c'était plutôt le petit panneau positif et optimiste que je voulais vous dresser pour commencer et pour vous donner vraiment confiance dans le fait qu'on est tout à fait, et en particulier au niveau distribution et agriculteurs, en mesure et légitime pour faire de la communication positive. Pour autant, on ne va pas se cacher, il y a une défiance du grand public vis-à-vis des phytos. C'est quand même globalement le sujet qui truste le plus l'agribashing. Et cette défiance, elle est alimentée par les médias, par les ONG et par les politiques. Alors, du côté des médias, on a connu une accalmie cette année quand même avec la crise du Covid, évidemment, qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans les médias. On a un retour ces derniers mois du sujet des néonicotinoïdes. Vous l'avez évidemment pas loupé depuis août dernier. Et puis, on a aussi une résurgence du sujet glyphosate. Alors, un petit peu au moment des annonces de l'ANSES sur l'analyse comparative au mois d'octobre, mais beaucoup il y a 2 semaines maintenant, au moment de l'anniversaire du fameux tweet d'Emmanuel Macron promettant l'interdiction sous 3 ans qui n'a pas eu lieu, comme vous le savez. Donc, les médias, évidemment, entretiennent beaucoup cette notion de défiance du grand public auprès des phytos, au sujet des phytos. Les ONG s'engouffrent là-dedans. Hein. J'ai l'habitude de dire, les ONG, elles ne mettent pas 12% de leur budget dans la R&D. Donc, c'est autant de sous qu'elles ont pour de la communication, des affaires publiques auprès des députés, etc., etc. Donc là, je vous en ai cité certaines, mais c'est Génération Future, c'est la FNE, c'est Greenpeace. Ils ont des moyens financiers et techniques de communication extrêmement efficaces. Donc, il ne faut certainement pas les sous-estimer et certainement pas imaginer qu'ils sont, que c'est de petites structures qui n'ont pas les moyens. Et puis les derniers qui ne nous aident pas toujours, et là j'en ai mis un en particulier, ce sont des politiques qui pour certains sont militants et qui pour certains appuient fortement sur les peurs des citoyens. Donc là on est vraiment sur le cocktail qui alimente au fur et à mesure l'agribashing. Et donc maintenant je vais passer la parole à Olivier Lelu qui va vraiment rentrer plus en détail dans la mécanique qu'il y a derrière tout ça. Bonjour à toutes et tous, je vais me présenter brièvement. Donc, moi je suis fils d'agriculteur, je fais des études agricoles et puis ça fait 25 ans que je suis dans les phytos. Et j'ai pu constater que en 25 ans, ça a beaucoup changé sur la perception de nos métiers. Donc ça a beaucoup évolué. Donc il y a quelques années, j'ai souhaité me comprendre. Donc je suis allé sur les réseaux sociaux. Là, j'ai découvert beaucoup de choses. Et notamment la première diapo là, que vous avez sous les yeux, donc ça explique ce qui a changé peut-être en 25 ans, c'est qu'on a un phénomène qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux sont arrivés. Et donc quand on lit la phrase d'Umberto Eco, il explique finalement qu'avant, ça se passait au bar, hein, les discussions qu'on a tous entendues. Et avec les réseaux sociaux, en fait, ça institutionnalise ces discours-là. Et ça peut se répandre de manière très très rapide et très très importante. Et ça change probablement le regard de la société sur certains métiers. Donc l'agribashing, effectivement, Constance en a parlé. J'ai trouvé quelques courbes là qui représentent ça. Donc vous voyez sur différents aspects. Donc on prend le schéma en haut à gauche. Donc les EGM, en fait, on a eu un pic vers 2007-2008 et puis ça diminue. Évidemment, les EGM ne sont pas arrivés en France et en Europe. Hein, c'est certainement une des explications. Par contre, on voit un sujet en rouge de la courbe là, des pesticides qui augmentent tous les ans. Et là, on s'est arrêté en 2017. Je pense que ça a dû encore probablement augmenter. Donc, en fait, ça, c'est toutes les citations d'articles dans la presse qui reprennent ces thématiques. Donc là, on voit les pesticides, effectivement, qui augmentent. Si on prend le schéma du milieu, on a d'autres exemples. Là, on a les faucheurs volontaires, donc, qui étaient très liés aux OGM. Donc, on voit que c'est exactement la même courbe que les OGM. Aujourd'hui, ils ont presque disparu. Par contre, ce qui est l'émergence qu'on constate, c'est L214. On en entend tous parler. C'est très récent, c'est très violent quand on voit la montée de la courbe. Et puis en parallèle de ça, on a l'agriculture bio, donc qui est très mise en avant depuis quelques années. Ça s'est encore accéléré ces dernières années. On voit aussi l'influence des réseaux sociaux. Donc on a vu des phénomènes qui sont passés depuis quelques années, notamment par exemple Trump, très utilisateur de ces médias. Il a probablement gagné son élection il y a 4 ans avec ce biais-là. On l'a vu aussi pour Macron, les gilets jaunes. Tout ça influence nos sociétés. Et aujourd'hui, on constate que
plus de 50% de l'information passe par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont plus d'influence que la radio, la télé et les journaux réunis. Il est très important de s'y intéresser pour comprendre comment ça se passe. Parce qu'en fait, si on n'est pas sur les réseaux, par exemple, bah, ça veut dire que c'est comme si on regardait un journal que d'un côté, que sur la page de droite ou de gauche, et donc on passe à côté de la moitié des informations. Et en fait, une caractéristique des réseaux, c'est la différence de traitement de l'information. Là, vous voyez, il y a un chiffre en haut à gauche qui est 100 000. Donc, c'est-à-dire quand une fausse rumeur ou une fausse information est sur Twitter, par exemple, donc c'est un chercheur qui a mesuré ça en 2018, il y a 100 000 personnes qui peuvent la lire. Par contre, quand c'est une information vraie, là, c'est rarement au-dessus de 1000. Donc là, on commence à comprendre qu'il y a un gros décalage, en fait, entre ce qu'on appelle les fake news et les informations vérifiées scientifiquement. Il y a un rapport de développement qui est très, très différent. Et ce qu'on constate aussi, donc c'est le schéma de droite qui est souligné en rouge, c'est que les fausses informations, elles se propagent beaucoup plus rapidement. Et là, le même chercheur, il a mesuré que ça allait 6 fois plus vite pour des fake news que pour des fausses informations. Donc là, ce sont deux facteurs très importants de diffusion de l'information. Et on commence à comprendre qu'il y a un déséquilibre important entre les vraies et les fausses informations. Donc là, ça c'est la rapidité de l'information. Il y a un autre aspect, c'est comment se diffuse l'information dans la société. Donc là, en fait, toujours ce même chercheur, il a regardé comment se diffuser ces informations. Donc, il a identifié deux types de diffusion. Il y a ce qu'on appelle une cascade horizontale. Et là, en fait, ça va plutôt correspondre à des vraies informations. Donc là, j'ai pris le logo Bayer parce que c'est notre présentation, mais ça peut concerner aussi bien évidemment d'autres firmes, des instituts. C'est ce qu'on appelle une cascade horizontale. C'est-à-dire que vous avez le point de départ en bleu qui émet une information, mais ça va toucher que son cercle proche. Ça peut aussi être le cas pour des fans de personnalités, de choses comme ça. Vous voyez que ça diffuse assez peu verticalement. Donc, si on prend maintenant le cas des fake news qui est sur la diapo d'après, vous allez voir que le schéma est très, très différent. C'est-à-dire que là, on va avoir ce qu'on appelle une cascade verticale. Là, vous voyez, le schéma est complètement différent. Là, ça descend très profondément dans toutes les couches de la société. Donc, quand on prend notre exemple Bayer, on va toucher finalement que les gens qui nous connaissent, qui sont d'accord avec nous. Quand cascade verticale se met en place, c'est plutôt pour des fake news, des fausses informations. Ça va descendre sur tout un tas de relais, tout un tas de populations, et on va être très très loin, nous, de notre cible initiale. Et en fait, cette diffusion d'informations, elle va être relayée utilisée par les sites complotistes, les ONG, les activistes, tous ceux dont parlait Constance il y a quelques minutes. En fait, quand on multiplie la diffusion d'informations par la rapidité et par la cascade, j'ai essayé de représenter visuellement le rapport de force. Donc, c'est-à-dire que si on prend la fake news, on va être sur le schéma de droite avec un énorme rectangle qui va se diffuser partout dans la société en 1 heure. Et si on se met, nous, côté Bayer ou autre, ou nos collègues, on va avoir une toute petite information, un tout petit rectangle qui va se diffuser à une journée sur un tout petit cercle de gens qui nous connaissent déjà et qui sont d'accord avec nous. Donc là, à votre avis, qui gagne le match de la communication? C'est super clair, hein. C'est impossible pour nous tout seuls de lutter contre ces diffusions de fake news, et c'est ce qu'on constate dans d'autres filières, hein. L'agriculture, évidemment, on en parle, le nucléaire, les vaccins, alors on est en plein dedans en ce moment avec la Covid-19. Quand on voit les informations qui circulent sur les vaccins ou même sur le nucléaire en ce moment aussi, on constate ça tous les jours, hein. Donc ça veut dire que nous, tout seuls, on ne peut pas, avec notre petit rectangle en bas à gauche, faire le contrepoids par rapport à la partie de droite. Après, on peut le déplorer, on peut râler, on peut faire tout ce qu'on veut. Les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Ça, on ne le changera pas. Il faut en tenir compte et s'adapter. C'est comme ça. Et le résultat, c'est ça, on le connaît tous. Là, j'ai repris l'exemple du glyphosate. Le glyphosate est cancérigène. Donc là, vous avez chaque ligne avec une petite coche verte, c'est l'avis d'une agence sanitaire. Donc elles n'y sont pas toutes parce que c'est une étude qui date un petit peu. Où globalement, toutes les agences sanitaires disent on n'a aucune preuve que c'est cancérigène, les tests sur animaux ne révèlent aucune association, etc., etc. En gros, pas de souci, sauf une tout en bas, le CIRC, qui dit il y a des preuves limitées chez l'homme pour que la
bon, bref, cancérogénicité du glyphosate soit avérée. Et là, on constate quoi? C'est que 73% des informations qui sont relayées, c'est justement celle-là. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement un consensus des médias pour relayer une seule information au détriment de toutes les autres. Donc ça, c'est malheureusement, on le subit aussi. Et ça, on aura du mal à le changer parce que les médias sont libres et ils choisissent ce qu'ils veulent. Ils sont aussi influencés par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme je le disais au début, les médias, ils subissent le leadership des réseaux sociaux. Une information en 10 minutes, elle est diffusée sur Twitter. À la radio, c'est 1 heure. À la télévision, c'est 7 heures, je crois. Et puis les journaux, c'est une journée, voire une semaine. Donc, ils sont toujours à la remorque des réseaux sociaux. Parce que le schéma d'avant explique qu'en fait, les ONG qui ont des objectifs souvent mercantiles, d'avoir des dons, d'exister, etc., ils diffusent des informations et ils sont repris par les grands médias. Donc ça a quand même beaucoup changé depuis 25 ans. Après, il y a une partie où nous, on peut jouer, c'est sur la diapo d'après, c'est sur la manière de s'exprimer. Parce qu'en fait, on a un vrai décalage. C'est pareil, il y a un chercheur qui a regardé ça, toujours sur le glyphosate. Quel type de communication entre les pro-glyphosate, entre guillemets, et les anti-glyphosate? Donc sur le schéma de gauche, vous avez en fait les thèmes soulevés par les anti-glyphosate. Et ce qui ressort, c'est une préoccupation sanitaire majoritaire à 54%, et une préoccupation, on va dire, complotiste. Donc si on le traduit un peu en mots un peu plus simples, c'est j'ai peur parce que c'est sanitaire, et complotiste, il y a Monsanto derrière, tout ce qu'on a entendu depuis des années. Et la réponse du milieu agricole, et nous on est dedans, on est complètement dedans, et on a fait aussi ces erreurs-là, on a principalement une réponse économique. Je perds du rendement, ça va me coûter 80 € l'hectare, je vais perdre 5 000 € sur mon EBE, etc. Sauf que quand on a une mère de famille à gauche qui a peur pour ses enfants ou pour elle, et puis qui pense que la firme organise cette peur, quand on lui répond on va perdre de l'argent, on est en décalage complet sur la communication, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans l'écoute possible des Antilles. Donc là, ça, on peut le changer, et ça fera l'objet de la deuxième session, notamment, et Constance va en parler un petit peu tout à l'heure, de justement parler de com positive et d'aller rejoindre les gens qui ont peur sur des arguments positifs et pas dire je perds de l'argent. Tant qu'on répondra à ça, on sera incapable de parler en fait au grand public. Et on se met dedans, c'est pas du tout une critique. Donc il me reste 2 diapos. Donc j'ai un schéma que j'aime bien, que je sors justement sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ça résume bien tout ce qu'on peut subir. Donc c'était une étude de 2 chercheurs, là, Kruger et Dunning, donc, qui a une vingtaine d'années, presque une trentaine plutôt. Donc en fait, ils ont essayé de schématiser comment on se positionne sur la courbe rouge. C'est-à-dire que si on prend l'axe de gauche, la confiance, c'est avec quelle aisance je vais affirmer un message, soit dans une discussion avec la famille à table, soit avec des voisins, soit dans une émission de télé, de radio, dans les journaux, etc. Et puis quand on prend la courbe, la flèche, pardon, horizontale, plus on va à droite, plus on est expert dans un domaine. Alors ça s'applique à tous les domaines, c'est pas lié au phyto, mais je trouve que ça s'applique bien. Donc, quand on est en bas à gauche, donc si je connais pas et j'en parle pas, donc on va dire c'est la majorité silencieuse. Quand on est tout en haut, près du 100%, là, en fait, j'y connais rien, mais je parle très fort. Donc là, on prendra quelques exemples après. J'ai des idées sur tout. On en connaît tous. Après, la courbe du milieu, c'est je connais, mais je n'ose pas en parler. Donc c'est là où je pense qu'on pourra agir, nous, pour aider cette population-là. Et puis la partie tout à droite, c'est je connais très bien le sujet, je m'exprime. Donc là, j'essaie, juste pour illustrer, de m'aller sur la diapo suivante, de prendre quelques exemples pour notre métier. Donc on va avoir en haut à gauche tous les activistes, les journalistes, tous ceux qu'on entend à la radio, sur les réseaux sociaux, qui parlent de l'agriculture sans souvent la connaître. C'est Yaka, Faucon, etc. Enfin, on les connaît tous, ou la belle-sœur à table, ou le voisin ou le riverain qui va arrêter un agriculteur en disant je ne comprends pas ce que vous faites, il n'y a pas besoin de protéger les plantes et vous polluer, etc. etc. Enfin, on le connaît tous. Ensuite, quand on va vers la droite, on a les agriculteurs. Donc, je pense qu'ils n'ont pas assez de confiance pour parler, pour la plupart. Ils connaissent un peu le sujet, mais ne sont pas toujours à l'aise parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour vraiment
répondent à des contradicteurs. Après, notamment il y a vous, un technicien agricole, vous avez plus de connaissances que les agriculteurs. On vous entend assez peu dans les médias, dans les réseaux, parce qu'en fait, vous avez un métier technique de proximité et c'est pas votre métier à la base. Ensuite, nous, on va se retrouver là, nous, les firmes, on a un petit peu plus de connaissances sur nos produits. On s'exprime là aussi assez peu. Les seuls qui s'expriment un peu, on va retrouver des experts des firmes, hein, ou Constance, par exemple, qui fait partie de la communication et qui peut tout à fait s'adresser à des médias. Vous avez l'ANSES, les scientifiques, et eux, ils ont une très bonne connaissance, ils s'expriment un peu. Et en fait, tout l'objectif qu'on va avoir demain, c'est d'aller chercher des éléments sur la partie de droite, experts, firmes, etc., pour aller les descendre via notre biais vers vous, techniciens agricoles de Copenhagen, pour les transmettre vers les agriculteurs et que eux, qui sont les plus légitimes, comme l'a montré Constance, aillent cibler la partie en bas à gauche qui est finalement la majorité silencieuse, qui n'y connaît pas trop et qui veut bien comprendre et qui pour l'instant n'est influencée que par les activistes. Donc ça sera tout l'objet de la deuxième session. Mais l'idée, c'est de partir de la droite vers la gauche et de transmettre les informations. C'est pour ça qu'on a souhaité faire cette session. Bon, c'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas plus nombreux que ça parce qu'il y a un travail énorme. Je pense que ça mérite que chacun s'y investisse. Voilà pour la structuration de l'information et comment je le vois moi depuis quelques années. Merci Olivier, c'était, je pense, vachement structurant pour entamer notre propos. Si je rebondis vraiment sur ta courbe, on a quand même, et c'est important de le dire, tu l'as dit aussi, on a des soutiens qui ont plutôt tendance à augmenter en nombre et qui ont tendance à augmenter en visibilité. Donc, ils commencent eux aussi à réussir à se dire, on ne peut pas juste se parler dans notre entre-soi ou dans notre monde agricole, on doit aussi s'exprimer vers le... Alors toi, tu l'appelles la majorité silencieuse, on peut l'appeler le ventre-mot aussi selon l'humeur. En tous les cas, c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Et les premiers à le faire, c'est évidemment la famille agricole. Donc sur Twitter, c'est France Agritwitos, c'est certaines coopératives, certains négoces agricoles qui le font directement. Et la plupart du temps, votre positionnement ou le positionnement de ceux qui font ça, c'est proximité. Quelle est ma contribution en tant que membre du monde agricole, les sujets positifs, comparer avec d'autres domaines, faire de la pédagogie. Donc tout ça, c'est super. Et il y a toute une communauté qui est quand même assez visible là-dessus. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle et qui commence à s'ouvrir très sérieusement. Alors, à YouTube, c'était déjà fait depuis quelques temps et à Instagram, qui a l'avantage d'être un réseau social beaucoup moins hostile que Twitter. Twitter étant reconnu pour être vraiment raide. Il y a un autre pilier qui commence à nous aider de plus en plus, même si ça reste difficile, hein, c'est le monde scientifique. Et on l'a vu, ils sont tout en haut à droite dans la courbe d'Olivier, mais ils ont la chance et la charge en même temps d'être extrêmement légitimes. C'est-à-dire qu'ils connaissent si bien le sujet qu'ils peuvent vraiment s'exprimer dessus et être entendus. C'est l'Académie d'agriculture, c'est certains chercheurs. J'aurais dû rajouter certains chercheurs du CNRS et de l'INRA, parce que d'autres nettement moins. Vous avez quelques exemples ici aussi en dessous. Et puis, on a quelques journalistes qui s'y mettent aussi. C'est rare et la plupart du temps, ça vient pas tellement d'une connaissance aiguë du monde agricole. La plupart du temps, ça vient d'un sentiment d'injustice en se disant mon boulot de journaliste, c'est de faire thèse et antithèse, c'est de fouiller pour avoir l'avis des uns et des autres. C'est certainement pas de servir la soupe aux ONG et de même pas poser la question à Bayer. Donc, généralement, ce qui les anime au départ, c'est plutôt une méthodo journalistique. Et pour certaines, parce que les deux auxquelles je pense sont des femmes, se sont pris d'une affection particulière pour le monde agricole et du coup maintenant, c'est vrai, en ont vraiment fait leur credo. Donc, je pensais à Géraldine Bosner et à Emmanuel Ducrot, mais Mac Lesguy est aussi beaucoup dans cette veine-là, sachant qu'il est agronome, donc c'est vrai qu'il a aussi cette connaissance. Patrick Cohen, régulièrement aussi, peut nous aider. Sylvestre Huette au Monde, qui pour autant ne compense pas certains de ses autres collègues. Et puis, les journalistes scientifiques, donc CCPI et Pseudosciences. Si on récapitule un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure avec Olivier, je dirais qu'il y a 3 très grands points qui caractérisent cet agribashing. Le premier, c'est une très grande méconnaissance du grand public sur l'agriculture. Donc, quand on ne connaît pas, c'est beaucoup plus facile d'avoir peur de quelque chose et c'est aussi beaucoup plus facile de se faire embobiner par un message médiatique qui est orienté.
La deuxième chose, c'est que le paysage médiatique est extrêmement négatif autour des phytos, on l'a vu, et Olivier nous a un peu expliqué la mécanique. Et puis la troisième chose, c'est cette perception positive des agriculteurs et de nombreuses voix qui sont mobilisées. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un effort de pédagogie qui doit venir de toute la filière, et évidemment, on est les premiers à s'inclure dedans en étant Bayer, unis, mais être personnalisé en fonction de qui le porte. Ce que ça veut dire, ça, c'est que mon boulot chez Bayer, c'est d'expliquer que le glyphosate n'est pas cancérigène. On a les infos tox pour le dire. Le boulot par exemple, de vous, enfin votre boulot en distribution, ça va être d'expliquer à quel point la transformation est en cours, à quel point l'agriculture est déjà en mutation, à quel point vous changez les pratiques, à quel point vous êtes déjà dans le digital, vous êtes évidemment dans le biocontrôle, vous utilisez des semences tolérantes, etc. Et le boulot de l'agriculteur, ça va être d'être le plus proche, le plus authentique possible sur son métier et de pouvoir dire aux gens des choses qui se rapprochent de leur quotidien aussi, en disant d'une part, je vous nourris, donc c'est quand même quelque chose de fortement important. Et évidemment, j'ai pas envie ni de m'empoisonner, ni d'empoisonner ma famille, donc je n'utiliserai pas des produits si je ne pensais pas que c'était safe, etc., etc. Donc chacun a un petit peu sa légitimité et son petit territoire sur certaines communications. Il ne s'agit pas que tout le monde dise tout, parce que on ne peut pas s'improviser toxicologue du jour au lendemain, mais il y a vraiment des messages que vous pouvez porter en tant que distributeur qui sont beaucoup plus difficiles à porter pour nous en tant que Bayer. Donc là, la suite, voilà, maintenant qu'on a posé tout ce contexte-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait. En un, c'est s'informer. Ça, c'est vraiment, je dirais, le niveau minimal qu'on devrait tous avoir dans notre quotidien pour éventuellement, pour évidemment être le plus à l'aise possible et éventuellement agir si on le souhaite. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un dicton qu'on a, je pense, tous beaucoup utilisé dans le monde agricole qui est « vivons heureux, vivons cachés ». Et ce dicton, il est tout à fait périmé à tous les niveaux de notre écosystème. On l'a vu, et Olivier a cité la belle-sœur. Alors, je ne sais pas si c'est d'expérience, en l'occurrence, moi, c'est pas la belle-sœur, c'est plutôt les cousins ou les potes de promo. Mais en tous les cas, dans la sphère personnelle, on les connaît, ces débats en famille, ces questionnements des amis, des enfants, le sentiment d'être attaqué sur les réseaux sociaux, c'est ultra désagréable. Et puis, il y a la sphère professionnelle dans laquelle on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. On a une réglementation qui est de plus en plus contraignante, vous le vivez au quotidien. On a des justifications des précaux à faire auprès des agriculteurs. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas ça aussi. On a des argumentations sur les molécules sensibles. Alors, chez Bayer, c'est sûr qu'on est servi entre les néoniques, le glyphosate ou les SDHI. Et tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences professionnelles. Alors, pour certains, c'est des difficultés à embaucher. Pour certains, c'est beaucoup de perte de temps dans le métier, voire de perte de fierté, ce qui est toujours vraiment problématique. Et donc, l'idée, c'est de s'informer pour être plus à l'aise sur le sujet, pouvoir dialoguer sur ce qu'on connaît, humaniser, c'est-à-dire vraiment en parler comme quelque chose qui vous touche et qui est important pour vous et que vous souhaitez aborder. Évidemment, derrière, c'est tout ce qui est autour de l'utilité, rassurer sur les réglementations qui existent et parler de toutes les alternatives qu'on est déjà en train de mettre en œuvre. Donc, cette slide-là, elle a pour objectif vraiment de se dire dans quel état d'esprit on se met pour tout ce qui est autour de la com positive et qu'est-ce qu'on raconte. Rapidement, pour pouvoir passer après à la séance de questions-réponses, mais la première chose, c'est qu'on cherche à renouer un dialogue. On n'est pas en train de partir à la guerre. Je me rends bien compte que les techniques qui sont utilisées parfois par les ONG sont extrêmement désagréables, très brutales, très violentes. Pour autant, répondre par la brutalité, ce serait pas du tout aidant. Et d'ailleurs, vous lirez si vous voulez, c'est quelqu'un de très intéressant, Eddy Fougier. Il est donc F-O-U-G-I-E-R. Il est sociologue et il a fait une étude très approfondie sur l'agribashing. Et il a conclu que l'approche qu'avaient eu les ONG sur les phytos était beaucoup plus maligne que l'approche qu'avait eu L214, et du coup, qui est beaucoup trop violente en fait, et qui est uniquement dans l'interdiction, dans la dégradation, dans l'insulte, et qui prend beaucoup moins bien auprès du grand public que la version plus douce. Tout est en comparatif, qui avait été prise pour les phytos. Donc la première chose, c'est qu'on cherche à renouer le dialogue. Comment on fait ça? On accepte l'inquiétude de la personne qui est en face, on lui a mis des choses dans le crâne, elle est inquiète, elle a le droit de l'être. C'est important d'être à son écoute. Deuxième chose, on montre sa préoccupation sur les enjeux liés au métier, c'est-à-dire qu'on essaie de transformer cette peur d'une certaine manière en une discussion plus raisonnable, plus apaisée. On engage un dialogue et pas un combat, c'est par quoi j'ai commencé. On est concret et on est pédagogique. Donc, parler de votre expérience, de vraiment ce que vous faites vous, et se mettre à la portée de l'interlocuteur, parce qu'on a bien trop souvent tendance à jargonner et on le fait tous sans le vouloir. Donc ça, c'est le comment. Et la partie de droite, c'est qu'est-ce qu'on cherche à laisser dans la tête de nos interlocuteurs. La première chose, on cherche à lui laisser qu'il y a une révolution en cours. C'est-à-dire que l'agriculture moderne, elle n'est pas celle d'il y a 30 ans, qu'il y a énormément de mouvements qui ont été mis en place et que vous en êtes les acteurs. Donc ça, c'est ultra important parce que ça vous valorise dans votre métier et c'est souvent des choses que les gens ne savent pas du tout.
La situation n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. C'est ultra important de rappeler que la science évolue, les produits évoluent avec elle, les homologations évoluent avec elle, et c'est vraiment de l'amélioration continue. L'agriculture a besoin de produits phytosanitaires, ça c'est un message qu'on portera et c'est un message que vous devez et que les agriculteurs doivent porter aussi. Et évidemment que notre profession, au sens très large, est engagée pour progresser. Donc voilà, l'idée c'est vraiment le comment, c'est dans le dialogue et dans la compréhension, et le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse aller comme empreinte dans la tête de son interlocuteur, c'est vraiment il y a du mouvement, on fait de mieux en mieux et peu de secteurs évoluent aussi vite et aussi favorablement que le nôtre. Et ce qui est vraiment très important donc, dans cet objectif de dialogue, c'est de pouvoir très souvent retomber sur des sujets positifs. C'est-à-dire que je pense que c'est un petit peu l'inconfort de Bayer de se retrouver coincé très souvent dans des sujets négatifs. Vous n'avez pas forcément ce risque-là, parce que vous avez beaucoup plus de sujets en tant que distributeur et puis vos clients agriculteurs aussi, pour porter une communication plus proactive, plus positive. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans des sujets, je dirais, polémiques. Allez-y vraiment sur des sujets sur lesquels vous êtes les plus légitimes. Et donc, c'est les bonnes pratiques d'utilisation des produits, c'est la digitalisation, c'est le carbone. Alors là, le carbone, c'est vraiment une manne superbe en termes de discussion parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui, y compris, va mettre en difficulté nos partis politiques tels que Europe Écologie Les Verts, la gestion responsable des herbicides, la protection individuelle, les débouchés, les filières, tous les travaux d'amélioration continue que vous faites, l'excellence de la production française, évidemment. Et là, la Covid, nous aide beaucoup sur cet aspect-là, c'est que c'est reconnu par les Français de plus en plus. Donc ça, c'est sur les différents sujets à garder en tête en se disant, vous n'êtes pas expert de tous, c'est pas grave, mais pensez à les remettre régulièrement dans vos discours. Et puis les moyens. Là, c'est surtout une introduction pour les prochaines séances. Donc, vous l'aurez compris, la session d'aujourd'hui, c'était la session introductive. Elle est plus théorique que ce que sont les prochaines. Les prochaines aborderont de manière beaucoup plus concrète et pratique avec des illustrations, des choses, des moyens, des choses que l'on peut faire, des illustrations de choses, d'actions et d'initiatives qui sont déjà en place. Et donc, on brassera certains des canaux qui sont indiqués ici. Donc, évidemment, Twitter, qui est un canal ultra important pour toutes ces communications-là. Il faut être prudent, il faut se faire un petit peu former, mais assez rapidement, on peut se mettre dedans. Olivier en est un excellent exemple. Des visites, des portes ouvertes sur les exploitations dans vos silos. Faites-le vraiment sans hésiter auprès des locaux, des événements en ville. Quand vous êtes proche d'une ville, on connaît bien la faille qu'il y a entre vraiment les ultra-urbains qui n'y connaissent rien. Rencontres de politiques locaux, c'est très important aussi. Des vidéos témoignages sur Internet pour parler de votre fierté du métier, des interviews dans les médias. Ça ne cite pas toutes les possibilités, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, choisissez là-dedans ce dans quoi vous êtes à l'aise. On peut évidemment aussi filer un coup de main pour répondre à vos questions sur la mise en œuvre, sur plein de choses. Et puis voilà, choisissez les sujets dans lesquels, pour une raison ou pour une autre, dans votre COP ou dans votre négoce, vous avez justement une très grosse expertise sur la digitalisation ou sur les débouchés, les filières, selon les cultures dont vous êtes en charge. Donc l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de vous brasser le paysage, d'une part de ce qui est difficile à vivre dans l'agribashing, d'autre part de ce qui est une bonne base et ce qui nous aidera à faire de la communication positive. Alors ici, on vous avait mis simplement un exemple pour parler de façon positive de nos métiers. Donc sachez que chez Bayer, on a développé des podcasts. Donc ça s'appelle Culture Champ, le podcast. Et l'idée, c'est de faire comprendre au plus grand nombre en quoi consiste le métier d'agriculteur. En fait, c'est sous un format de lexique. Donc vous voyez, on prend un mot. Alors ça peut être maïs, ça peut être mildiou, ça peut être la PAC, l'ergot, la biodiversité. Et ce mot-là, on va le détricoter pendant 3-4 minutes dans ce podcast. Donc c'est assez court comme format. Et l'idée, c'est vraiment de parler avec des images qui soient compréhensibles pour le grand public. Donc, voilà, on vous a mis ici le lien vers une des plateformes de podcast, mais tout l'accueil. C'est un ton un petit peu décalé dans le sens où c'est vraiment un lien avec le grand public, mais en même temps, c'est vraiment faire comprendre la réalité du terrain. Et c'est ultra facile d'emploi, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, voilà, ça c'est un tout petit exemple d'une chose qu'on fait chez Bayer. Et l'idée des prochains podcasts, ce sera de prendre par thématique. Donc là, le prochain sera sur les réseaux sociaux. Et pour chaque thématique, vraiment d'illustrer ce qu'on peut faire concrètement, une certaine posture aussi de comment le faire. Et l'objectif évidemment aujourd'hui, c'était de vous donner plus de théorie pour vous dire oui, il y a de l'agribashing, voilà comment ça s'est construit, voilà comment ça continue à se construire. C'était l'objet d'Olivier en termes de cascade d'informations. Pour autant, il y a des raisons
de s'emparer du sujet, d'une part parce qu'en se cachant, on ne fait que laisser la place aux opposants, et d'autre part parce qu'il y a vraiment une place et une légitimité pour parler de tout ça. Donc la suite, ce sont d'autres sessions, c'est s'engager pour augmenter le bataillon, c'est expliquer le métier, parler positivement, argumenter, créer des réseaux pour démultiplier plus vite, et puis comment sortir de cette sphère agricole, comment faire en sorte que ce soit vraiment lu par le grand public. Donc la prochaine session, on est vraiment super heureux de vous l'annoncer avec Olivier et Candice. C'est le 20 janvier, donc évidemment l'année prochaine, à 8h30 du matin toujours. Et le témoignage que l'on aura, c'est un témoignage de Denis Beauchamp, que certains d'entre vous connaissent comme président de l'association France Agri-Tutos, qui est certainement le fleuron le plus efficace et le plus impressionnant de ce que font les agriculteurs et le monde agricole plus largement sur Twitter. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie grandement pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, j'ai une question ici. Pour ma part, j'ai tendance à mettre le citoyen consommateur en face de ses responsabilités dans le choix de ses achats. Oui, nous avons un impact environnemental. C'est au consommateur de choisir ses produits à moindre impact. C'est un excellent point. Effectivement, je ne vais pas forcément appuyer là-dessus là, mais quelle que soit l'étude Ipsos qu'on fait, on retombe sur des contradictions. C'est-à-dire que le français, dans sa manière de faire, est contradictoire, et le consommateur en particulier. C'est ce qui explique que Lidl est toujours une part de marché non négligeable, et que pour autant, dans tous les... Ça c'est vraiment un truc intéressant. Poser la question dans une étude entre est-ce que vous voudriez acheter bio et est-ce que vous achetez bio? Et la différence, c'est toujours énorme, parce qu'il y a une contradiction énorme entre ce que les gens pensent et ce que les gens réussissent à faire. Et donc, je suis tout à fait d'accord, c'est un très bon point de mettre le citoyen consommateur en face de ses responsabilités, de lui dire acheter français, ça a une signification, ça vient avec une petite conséquence parfois en termes de prix. Et en tous les cas, oui, à vous de choisir les produits et de tirer les filières vers le haut aussi en les rémunérant, quoi. Il y a un aspect que j'ajouterais, que tu soulignes Philippe, c'est l'aspect CO2. Donc, quand on répond en questionnant le consommateur ou le citoyen sur le CO2, en fait, on démontre beaucoup de contradictions et on met en avant beaucoup de contradictions, comme le disait Constance. Notamment si on enlève le glyphosate, si on produit 2 fois moins et en fait il faut 2 fois plus de surface, donc ça veut dire qu'on tape sur la forêt. La forêt, il y a 1 hectare, ça pompe à peu près 2 tonnes de CO2 par an, c'est l'équivalent de mettre une voiture sur la route. Et quand on arrive à discuter de ça, bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué pour celui en face, en disant bah, ok, on réduit la production, mais on met 20 millions de voitures sur les routes et le bilan CO2, tout le monde en parle en ce moment, il y a une sécheresse, il fait chaud. Est-ce que tu veux participer à ça? Donc là, déjà, ça rééquilibre un peu la discussion. Pour être très clair, hein, dans nos discussions et dans ce qu'on peut avoir plutôt du côté affaires publiques, donc les discussions plutôt politiques, c'est le point qui cloche, et en particulier sur le sujet du glyphosate, c'est le point sur lequel nos opposants sont en grande difficulté, c'est l'impact environnemental, alors c'est pas le bon mot, mais c'est l'impact bénéfique sur la notion spécifique de réchauffement climatique des pratiques agricoles liées au glyphosate en fait. Et donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel ils n'ont absolument rien à nous répondre, donc poussons là-dessus effectivement autant qu'on peut. Je vois que Monsieur Lafleuriel a donné une autre remarque qui est intéressante. Notre service com nous a conseillé de ne pas répondre aux journalistes par crainte d'un détournement de nos propos suite à expérience vécue, ce qui signifie que si on veut communiquer, il faut maîtriser les outils en direct. Alors, oui et non, c'est-à-dire que effectivement, ne pas répondre aux journalistes de manière non préparée, c'est clairement une meilleure idée. Après, choisir dans votre entreprise 1 ou 2 porte-parole que vous formez exprès pour cela à la réponse aux journalistes, c'est extrêmement utile aussi parce que je dirais en particulier dans ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale que vous avez tous par chez vous. Alors la plus grosse c'est Ouest France pour ne pas les citer, qui est aussi le journal le plus lu de France, mais je vous parle de Ouest France comme je pense à l'Union, comme je pense aux Patriotes du Beaujolais hein, ou à Sud-Ouest ou à tant d'autres. Ces presses quotidiennes régionales, elles sont sous très très grosse pression en termes de ressources, de nombre d'articles qu'il faut produire. Et donc, c'est aussi là qu'on a parfois des problèmes de qualité en termes d'écrit. Et c'est là, souvent, qu'on se retrouve avec des reprises sans contrepoint,
de sujets agricoles. Donc, vous avez vraiment une place à jouer. Ils seront ravis d'être reçus chez vous. Ça se prépare, on se forme là-dessus, mais ils seront ravis d'être reçus chez vous et ça aura un impact. Vous verrez non seulement, évidemment, l'article sera beaucoup plus chouette si vous êtes intervenu dedans, mais en plus, ça aura un impact énorme en interne pour vous en termes de fierté de vos salariés. Enfin, nous, on le voit à chaque fois hein, qu'on a des interviews de dirigeants de chez Bayer. Ça a vraiment un gros impact en interne. Donc, il ne faut pas répondre effectivement de manière non préparée et tout le monde n'est pas habilité à répondre aux journalistes dans une entreprise, mais choisir un ou deux porte-parole, les préparer et avoir pour eux des sujets de prédilection positifs pour parler de votre implantation locale, des emplois que vous créez, de telle ou telle initiative que vous avez qui va dans le sens de la transformation agricole. Faites-le, petit à petit, formez-vous, mais ça vaut vraiment le coup de le faire quand même. Alors, Philippe Mérès nous dit « Il faut trouver le bon mix entre faits, raison et émotion. C'est au cœur de la stratégie à suivre, ne pas se dévoyer, mais être à l'écoute et créer de l'émotion. » C'est extrêmement vrai et c'est d'autant plus facile quand on est soit agriculteur, soit distributeur. C'est plus compliqué pour un bailleur qui est difficilement vu comme source d'émotion. Mais c'est très vrai, Philippe. Et Camille Monjaret nous dit « À votre avis, pourquoi n'arrive-t-on pas à parler d'impact kilo-produit comme l'a fait M. Stoup par exemple, car cette approche me paraît très intéressante pour défendre, entre guillemets, les phytos. » Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à parler d'impact par kilo produit? Oui. Le premier point, c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps étant mars dernier, la crise sanitaire, les Français étaient assez peu inquiets de la notion de kilo produit. Donc malheureusement, jusque-là, c'était un sujet qui portait pas beaucoup. Je veux dire, on peut s'éreinter à faire des contenus sur l'importance de produire de manière efficace pour ne pas utiliser toutes les terres parce qu'il y a des gens dans le monde qui meurent de faim et d'ailleurs, il y en a encore pas mal en France. Les Français ne sont pas très réceptifs à ce message-là, donc c'est malheureusement un peu compliqué. Et ça reste un peu technique. Voilà, Camille, si je peux te répondre comme ça. C'est une bonne remarque et je l'utilise souvent moi sur Twitter pour cet aspect-là, parce que j'ai récupéré une étude de l'INRA qui justement a étudié cet aspect-là. Donc ils ont comparé sur des vergers de pommes les intrants, donc ils ont mesuré tous les kilos de pesticides, le nombre de traitements et le bilan carbone. Et en fait, quand on sort cette étude-là, on se rend compte que le bilan carbone, notamment du bio, hein, ils utilisent 2 à 3 fois plus de pesticides et ils ont un bilan carbone qui est 2 fois moins bon. Et c'est vrai que je le sors souvent et c'est l'INRA, donc on est bien dans le schéma rond à droite hein, que je présentais au début. Donc c'est des choses peut-être qu'on peut circulariser. Donc je le fais pour une partie des gens que je connais, de récupérer ces infos-là et de les faire suivre. Parce que d'avoir ça dans son smartphone, à chaque fois qu'on a une discussion, on peut le sortir. Bah, regarde, l'INRA, c'est indépendant, c'est pas marqué Bayer, parce que dès que je partage ce que dit Constance, hein, dès que c'est marqué Bayer, malheureusement, ça détourne l'intérêt de la conversation. Moi, sur les réseaux, je ne suis pas identifié Bayer. Hein. Je suis, comme je me suis présenté au début, un fils d'agriculteur, étudiant agricole et dans la protection des cultures, mais pas Bayer. Ça permet d'argumenter et de sortir des éléments neutres. Et c'est vrai que quand on sort cet argument-là, en général, ça stoppe assez vite la discussion. Bah, exactement. Donc, c'est vraiment... on n'a pas forcément un problème de contenu, c'est-à-dire la masse d'informations, on l'a. On a plutôt un problème d'amplification, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce soit vu par d'autres que nous-mêmes. Et c'est vraiment là qu'on a besoin d'augmenter le bataillon, quoi. Et ce sera plutôt l'objet des prochaines séances, de dire comment on fait pour amplifier toute cette info. L'info, on sera ravis de vous la partager, elle existe en fait d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment maintenant de passer à la vitesse supérieure. Alors Jacques Cadar nous a posé la question suivante. Bonjour Jacques. Produire propre sera l'objectif de demain, mais consommer propre d'origine mondiale l'est-il vraiment? Eh bien non, on retombe effectivement dans les contradictions que je soulevais tout à l'heure. C'est l'avocat bio du Pérou qui est nettement moins propre que tous les blés réunis que vous aurez produits à vous tous derrière vos écrans dans vos entreprises respectives. Donc effectivement, une des contradictions. Et après, là, on rentre dans un débat philosophique, c'est-à-dire est-ce que la solution, c'est de diminuer la consommation? Et est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou non? Et dans quelle mesure? Parce qu'effectivement, il y a toute une partie de la réponse qui est là-dedans, qui est dans la décroissance d'une certaine manière, quoi, dans le fait d'accepter de ne plus consommer des avocats, de ne plus consommer certains autres produits qui viennent du bout du monde. Je pense au chocolat à Noël ou au café de ce matin. Et là, ça devient dur.
Philippe nous a posé 2 questions. Pourquoi ne pas mettre plus en avant des labels comme le HVE? Alors franchement, Philippe, moi je trouve que le HVE monte énormément en puissance dans les médias ces derniers temps, de manière assez positive à une exception près, qui sont certains opposants qui ont choisi la HVE comme nouveau cheval de bataille. Je dis la HVE parce que c'est la haute valeur environnementale. C'est mon petit, mon petit côté fille de prof de français. Donc, moi, je trouve que ça monte beaucoup dans les médias. Il y a un an, on en parlait nettement moins. C'est beaucoup plus le cas maintenant. Vous êtes assez nombreux, certains peut-être au bout du fil ici, à vous être engagés de manière conséquente sur la HVE et sur la hauteur enfin, le pourcentage de vos adhérents qui le seront demain. Idem pour des vignobles et autres. Je ne peux que regretter les attaques qui sont faites contre la HVE par certains syndicats du bio et la Confédération paysanne. Je trouve que c'est extrêmement délétère et ça fait pour moi partie d'une forme d'erreur de communication de leur part. C'est-à-dire qu'ils vont trop loin, ils demandent aux consommateurs d'être trop extrêmes et c'est quelque chose qui plaît rarement aux consommateurs, donc j'espère qu'ils le paieront. Et Philippe Mérès nous rajoute, le Synabio se lance contre le HVE alors qu'ils ne veulent que le bio. Car ils ne veulent que le bio, ben ouais, c'est ce que je viens de dire et c'est tout à fait regrettable. Et tu me dis en plus, Philippe, de plus, on peut être HVE et bio, absolument. Voilà. Ils veulent, Donc, ils veulent surtout HVE, je toutes pense les que c'est très bon subventions. position. Comment? Ils veulent toutes les subventions pour eux, surtout quand on décortique le message. C'est ça, c'est le beurre et l'argent du beurre, ça s'appelle. En tous les cas, effectivement, un beau sujet, la HVE, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se lancer à bras raccourcis dans la HVE, ça veut dire qu'il y a de la place pour tous les types d'agriculture, qu'elles soient bio, HVE ou conventionnelles, et conventionnelles étant quand même toujours égal à raisonner par chez nous. Donc, restons fiers de ça et faisons la communication positive de toutes ces agricultures-là. Le point de la communication positive, c'est certainement jamais de taper sur l'autre. Il y a de la place pour tout le monde. En France, on produit assez pour que chacun mange à sa faim. Au final, c'est pas le cas, donc il y a bien quelque chose qui se passe. Mais en tous les cas, ne soyons pas dans la critique de l'autre. C'est surtout pas l'idée de la com positive, quoi. Il y a un autre argument que je sors souvent aussi sur les réseaux, c'est la France a l'agriculture la plus durable au monde dans tous les classements qu'on a depuis 3-4 ans. Donc ça, c'est toujours intéressant à sortir. C'est du vrai positif et c'est vrai en plus. Donc, Tout à fait. Et en plus, ça commence à être reconnu depuis la crise sanitaire, si ce n'est sur l'aspect durable, au moins sur l'aspect excellence d'approvisionnement et de qualité. Donc, tant mieux et surfons un peu là-dessus. On n'a plus de questions, donc je pense qu'on va vous remercier chaleureusement pour votre temps ce matin et vous souhaiter une bonne journée et surtout vous donner rendez-vous pour la prochaine séance avec Denis Beauchamp de France Agri Tritos. Merci à tous et bonne journée. au revoir.